Aviez-vous l'intention d'aller le tuer aujourd'hui? Oui ou non? Une révélation choquante au milieu d'un interrogatoire de police lorsqu'un homme de Virginie admet avoir mis le feu à son rival amoureux. J'ai jeté un seau d'essence sur lui. Et c'était parce qu'il avait couché avec ma femme. Nous vous emmenons dans la salle d'interrogatoire pour cette affaire choquante. Il appelait ça un téléphone. Et plus tard, vous entendrez l'avocat dit prévenu en personne. Ce n'est pas simplement... Vous savez, il est bouleversé, donc il est, vous savez, dérangé ou quelque chose comme ça. Il a mis le feu à cet homme. Il y avait beaucoup d'éléments que je qualifierais d'atténuants. C'est Scandale, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Les feux de l'amour prennent un tout nouveau sens dans cette affaire, lorsqu'un mari jaloux admet avoir mis le feu à l'amant présumé de sa femme après une dispute amoureuse. Je lui disais que je ne comprenais pas comment t'aimer correctement. Et c'était juste rejeté et... Anne, j'ai juste perdu mon calme. Ma femme et moi, je viens juste... Le scandale d'aujourd'hui nous emmène à Danville, en Virginie, où, depuis 2012, Lee Vogler siège au conseil municipal. Selon son profil sur le site web de la ville, Lee Vogler était en fait la plus jeune personne jamais élue au conseil municipal de Danville, à seulement 24 ans. Il est conseiller municipal depuis plus de 10 ans maintenant, ayant fait campagne sur une plateforme axée sur le développement communautaire, le soutien aux entreprises locales et la création de nouveaux emplois dans la région. Le CV de Lee Vogler est impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais selon un ancien résident de Danville, Shatsy Michael Buck Hayes, Lee Vogler est impliqué dans bien plus que le travail du conseil municipal. On ne sait pas exactement comment la relation présumée a commencé entre Lee Vogler et la femme de Shatsy, Mary Alice, ni jusqu'où elle est réellement allée. Shatsy a dit au détective qu'il pensait que la liaison avait commencé vers septembre 2024 et qu'environ 10 mois plus tard, Mary Alice avait demandé le divorce. Lorsque les détectives ont interrogé Shatsy sur ce qui avait conduit à l'incident, il a évoqué une conversation avec Mary Alice. Ma femme et moi avons eu une conversation aujourd'hui au téléphone. Et j'étais en train de paniquer sur Internet en gros. Et ensuite, on a eu une mauvaise conversation. Et de quoi parlait la conversation? J'ai juste besoin de... Ouais, je t'appellerai plus tard. La conversation ressemblait à ça. J'avais l'impression de me répéter. Mais elle a dit que je ne l'aimais pas, sinon je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites. J'avais une limite, une frontière. Et celle-là serait... Ça m'a fait ressentir quelque chose. Comme si elle pensait que je n'étais pas assez bien. Comme si elle n'était pas assez bien. Et puis, elle et moi, on a eu un gros problème. C'était vraiment grave. Et je disais à... Je ne comprenais pas comment t'aimer correctement. Et c'était juste rejeté. Et... Anne... J'ai juste perdu mon sang-froid. Donc, plus tard ce jour-là, le 30 juillet 2025, Shatsy est allé dans une station-service locale et a fait un achat. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un tas de riz dans le sous-sol, au bout du sous-sol, à côté de mon lit, parce que j'avais le riz dans un seau. Et j'ai versé le riz dans un sac en papier. Puis je suis allé acheter 3 gallons d'essence. Personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé ensuite. Mon Dieu, c'est une vraie vidéo de Lee Vogler en train d'être brûlé vif. C'est tellement choquant que nous avons dû la flouter, mais vous pouvez entendre la personne sur l'enregistrement dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Les témoins ont immédiatement appelé à l'aide et les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux. Sortez de la voiture! Sortez de la voiture! Sortez de la voiture! Sortez de la voiture! Les mains en l'air! Allongez-vous par terre! C'est mon pari. Au pas. Il sent encore l'essence. Je dois préciser ici,
Lee Vogler a miraculeusement survécu à cette attaque. La chaîne locale WDBG7 rapporte que Lee a subi des brûlures au 2e et 3e degré sur 60% de son corps. Il a souffert d'un choc dû aux brûlures, un choc septique, et aussi des poumons brûlés à cause de l'inhalation de fumée. Mais malgré tout cela, et des mois passés au centre des grands brûlés de l'UNC, Lee a survécu. Depuis, il a publié quelques photos sur sa page Facebook de conseiller municipal. Il porte généralement des manches longues, mais sur certaines photos, on peut voir les séquelles de certaines de ses brûlures. Depuis, il est retourné travailler comme conseiller municipal et semble mener une vie normale. Ce n'est pas tout à fait le cas, cependant, pour Shotzi Buckhaze, qui a avoué aux enquêteurs avoir mis le feu à Lee. Je suis allé là où Lee travaille. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Et j'ai lancé un micro sur une alarme à essence. Et c'était parce que Lee a couché avec ma femme. Après avoir été placé en garde à vue, Shotzi a accepté de parler avec les enquêteurs qui ont suivi le protocole, ce qui signifie qu'ils ont commencé par lui lire ses droits Miranda. Je m'appelle Sergent Clay, voici le caporal Briggs. D'accord, nous faisons partie de la section d'enquête du département de police de Danville. D'accord, je sais que tu as des choses à dire. Très bien, allons-y. Mais avant que tu puisses me dire quoi que ce soit, ou que je puisse te dire quoi que ce soit sur ce qui se passe, je dois t'informer de quelques points, d'accord? Ce sont tes droits Miranda. Très bien, donc avant qu'on te pose des questions, tu dois comprendre tes droits. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant un tribunal. Tu as le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant qu'on te pose des questions et d'avoir cet avocat avec toi pendant l'interrogatoire. Tu comprends ces droits? Parfait, mec. L'entretien commence ensuite par quelques informations générales. Shotzi raconte au détective la prétendue liaison de Mary Alice avec Lee. J'essayais de faire comprendre ce qui se passait. Je regardais juste. Ma femme a eu une liaison avec cette femme que j'ai brûlée vive. Tu as dit que ta femme avait eu une liaison avec le gars que tu as vu en feu? Oui. D'accord. Et il y a combien de temps? C'était il y a environ 10 mois, je crois. Il y a 2 mois? D'accord. Shotzi explique qu'il pensait que cette liaison lui avait enlevé son avenir avec Mary Alice. J'étais tellement en colère contre lui et je me sentais comme ce matin. Je savais que j'avais fait des erreurs, mais j'avais l'impression qu'il m'avait pris et qu'il m'avait perdu. Je voulais vraiment avoir des enfants avec ma femme. J'ai vraiment l'impression qu'il m'a mis des bâtons dans les roues pour tout. Donc c'est ce que j'avais en tête aujourd'hui. Shotzi dit qu'il a été bouleversé par une conversation téléphonique qu'il a eue avec Mary Alice plus tôt dans la journée, alors il a décidé de prendre des choses en main. Après avoir acheté de l'essence, il est allé directement sur le lieu de travail de Lee, les bureaux du magazine Showcase sur Main Street à Danville. D'accord, donc quand vous êtes entré dans le bureau, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé quand vous êtes entré là-dedans? J'ai traversé le bureau, enfin pas le bureau, dans le hall d'entrée, et j'ai fait les 100 pas. D'accord, eh bien je vais... Et il a ouvert la porte. Je suis parti par... Pourquoi avais-tu de l'essence? D'accord, juste dans ma voiture. Je suis sur le point de partir et tu fais tout.
Et Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? j'avais juste poursuivi. Et je l'ai juste poursuivi dehors. Il est sorti en courant. Il a couru, il a traversé le bâtiment en courant. Et je l'ai poursuivi. Et puis j'ai juste laissé ça apparaître et lui. J'ai signalé cela après. C'est arrivé, J'ai un petit mouton. Je suis désolé. Donc, dès qu'il a ouvert la porte, décrivez à quoi il ressemblait. il ressemblait à je ne sais pas à quoi. Avait-il l'air heureux? Non, il était choqué de me voir. Alors, comment tu appelles ça? Choqué, effrayé, quelle serait la meilleure façon? Il m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit « Tu ne peux pas venir ». En fait, le truc, c'est qu'il a filtré ma famille depuis longtemps. Il savait que moi aussi. Et c'est là que les choses passent de mal en pis. Shati admet qu'il a fait des efforts supplémentaires pour s'assurer que le feu brûle. C'est une question rapide. 2 questions. Il y avait une sorte de substance ou ce seau ou quelque chose comme ça. As-tu mis un accélérant sur mon napalm ou quelque chose dans ce seau? Je mets du polystyrène. Du polystyrène dedans? Pourquoi? Parce que je me suis dit que ça le ferait brûler plus longtemps. Ça va le faire brûler plus longtemps. Comme ça, les notes font quelque chose qui est là. C'est comme du polystyrène. D'accord. Donc, l'une des raisons était que tu pensais que le feu brûlerait plus longtemps. Shotzi est finalement inculpé de tentative de meurtre. Et d'après son interrogatoire avec la police, c'était justifié. Shotzi, Shanti, ils disent que, tu sais, j'essaie de comprendre pourquoi tu as essayé de le tuer aujourd'hui et tu me l'as dit. Avais-tu l'intention d'aller le tuer aujourd'hui? Oui ou non? Tu voulais aller tuer monsieur? Fais le plan. Et juste pour clarifier, tu es allé le tuer à cause de sa liaison avec ta femme. Shotzi Michael Buck Hayes a finalement plaidé coupable de tentative de meurtre au premier degré et de blessures volontaires aggravées. En juin 2026, il a été condamné à 35 ans de prison pour blessures volontaires et à 10 ans supplémentaires pour tentative de meurtre au premier degré. Il lui a également été ordonné de n'avoir aucun contact avec Lee Vogler pour le reste de sa vie et il a depuis officiellement divorcé de sa femme. Wow, il se passe beaucoup de choses dans cette affaire. Nous vous avons expliqué les faits à vous, notre spectateur, mais je veux maintenant parler à quelqu'un qui a été directement impliqué dans toute cette histoire. Nous sommes maintenant rejoints par l'avocat de Shotzi, Matt Peck. Matt, merci d'être venu sur Scandale avec nous aujourd'hui et de parler de cette affaire un peu folle. Merci. Merci de m'avoir invité, Syrah. J'apprécie vraiment. Je peux vous dire que c'est vraiment inoubliable. Oui, d'accord. Alors, commençons par le tout début, d'accord? Tu es juste un avocat ordinaire qui fait son travail, peu importe. Et tout à coup, tu reçois un appel, je ne sais pas. Tu vas représenter ce type, quoi qu'il arrive. Quelles sont tes premières impressions, tes premières pensées, quand tu entends parler de cette affaire? Eh bien, en fait, quand je suis arrivé sur l'affaire, c'était un peu différent. Parce que je ne fais pas beaucoup d'affaires comme avocat commis d'office. Et là, j'ai été commis d'office. Et un ancien collègue à moi a en fait obtenu l'affaire. Mos Ed Lovato, un très bon avocat. Et c'était assez compliqué, il y avait des questions assez complexes. Nous avons discuté à plusieurs reprises et nous avons essentiellement décidé de déposer une requête pour que je vienne aider dans cette affaire. D'accord, donc tu as eu le poste. Tu aides ce client. Qu'est-ce qu'il te dit sur ce qui s'est passé, sans bien sûr violer le secret professionnel? Oui, eh bien, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails précis, mais je peux te donner une idée générale de ce que j'ai découvert en arrivant sur l'affaire. Et je peux te dire que quand je suis arrivé, j'ai examiné les accusations et c'était très intéressant. Le fait que quelqu'un aille jusqu'à soi-disant mettre le feu à une personne, leur verser de l'essence dessus. Vous savez, nous avons beaucoup de chance à certains égards. Évidemment, l'homme a survécu, et j'en suis reconnaissant. Sinon, vous savez, on serait en train de parler d'une affaire de meurtre aggravé. Je veux dire oui, et le fait d'avoir incendié quelqu'un ici, est-ce que cela montre une préméditation? Parce que si on analyse les faits de l'affaire, on voit bien que votre client est allé acheter du carburant, de l'essence. L'accusation affirme qu'il disait ouvertement qu'il prévoyait de brûler quelqu'un vif. Qu'en pensez-vous? Donc le problème que nous avions là, c'est qu'il faisait face à 3 chefs d'accusation au départ.
lorsque nous avons commencé l'affaire. Et il s'agissait de coups et blessures aggravés avec intention malveillante, ce qui fait que beaucoup de gens se demandent, eh bien, pourquoi n'ont-ils pas simplement retenu la tentative de meurtre? Eh bien, en Virginie, nous avons une accusation qui s'appelle coups et blessures aggravés avec intention malveillante. Et en fait, c'est encore plus grave que la tentative de meurtre. Mais le parquet a retenu les chefs de coups et blessures aggravés avec intention malveillante, tentative de meurtre, et ensuite effraction dans une résidence avec une arme mortelle, dans l'intention évidemment de faire du mal à cet homme. Et nous pensions que le vrai problème dans cette affaire, c'était qu'il n'y avait pas nécessairement eu effraction. Cela s'est produit en pleine journée. Et puis, une fois que je m'y suis plongé, j'ai découvert que ce n'était pas simplement... Vous savez, il est en colère. Et donc il est, vous savez, dérangé ou quelque chose comme ça. Il a mis le feu à cet homme. Il y avait beaucoup de preuves que je qualifierais d'atténuantes, notamment le fait qu'il y avait une relation, et il est apparu dans le dossier qu'il y avait une relation entre la femme de Buck A et la victime présumée dans cette affaire. Donc, d'accord, vous avez parlé de circonstances atténuantes, parce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde cliquait dans les gros titres, discutait sur TikTok, peu importe. Tout le monde parle de ça, d'accord. Cet homme a découvert que sa femme avait une liaison. Il lui a mis le feu. C'est un peu le gros titre ici. Alors, pensez-vous que c'est une circonstance atténuante? Le fait ou l'allégation qu'il y avait une liaison ou un triangle amoureux? Absolument. Et je pense que si nous avions, évidemment, nous sommes arrivés à un accord de plaider coupable dans cette affaire. Mais je pense que si nous avions plaidé l'affaire, je pense que cela aurait été le cœur de nos arguments pour la suite. Maintenant, le problème est, et oui, c'est un facteur énorme dans cette affaire, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'état passionnel. Et tout étudiant en première année de droit rencontre probablement cela. Et le scénario typique ressemble beaucoup à celui-ci, où le mari rentre chez lui et trouve un autre homme dans le lit avec sa femme, en train d'avoir des rapports sexuels, et puis le mari perd le contrôle, blesse l'homme, le tue, peu importe, mais il l'a fait sous le coup de la passion. Eh bien, le problème avec l'état passionnel, dans chaque État, mais surtout en Virginie, c'est de savoir s'il y a eu une période d'apaisement. Y a-t-il eu un délai entre le moment où l'on découvre ce problème et celui où l'on agit? Dans notre cas, c'était notre difficulté. Et c'était la seule chose qui allait être difficile au procès. C'est qu'il y avait un laps de temps important entre le moment où il a découvert cette prétendue liaison et le moment où l'acte a été commis. Et donc, c'était notre problème. Nous aurions certainement plaidé l'état passionnel, mais nous comprenons que dans la réalité du procès, et bien sûr le jury aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre, dans la réalité du procès, il y a eu une période d'apaisement. D'accord, cela rendrait certainement les choses un peu plus compliquées pour vous tous s'il y a effectivement cette période d'apaisement, pour ainsi dire. Et je n'ai pas vu cela rapporté. Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Savons-nous comment Shotzi Shanti Bouquet a découvert cette liaison? Oui. Donc, et je pense que cela a été révélé dans certains des éléments de preuve présentés lors du témoignage, mais je pense que il y avait essentiellement des chronologies concurrentes et des preuves contradictoires concernant le moment où cette liaison a réellement commencé et comment il l'a découverte. Parce que je pense que les preuves ont montré que le conseiller municipal et sa femme étaient certainement amis avec M. Buck Hayes et sa femme, et ils passaient beaucoup de temps ensemble pendant une longue période. Et notre client a témoigné que là où il a vraiment eu un problème, c'était une fois. Sa femme est allée aux toilettes alors qu'ils étaient dans un restaurant quelque part. Et il l'a suivie parce qu'elle n'était pas revenue après un certain temps. Et il a surpris la prétendue victime et Mary Alice Hayes, qui était l'épouse de M. Buck Hayes à l'époque, dans une sorte d'étreinte ou un geste affectueux l'un envers l'autre. Et donc, cela l'a évidemment mis dans un état paranoïaque. Et à partir de là, je pense que tout s'est dégradé. Elle a demandé le divorce, et bien sûr les preuves de leur relation sont devenues évidentes par la suite. Je veux dire, j'ai de la compassion pour quelqu'un qui découvre plus tard que sa femme, son mari, ou peu importe qui est votre partenaire, vous trompe. C'est difficile. Je veux dire, j'ai beaucoup de compassion pour toute personne qui doit affronter ça. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça justifie de brûler quelqu'un vif? Je veux dire, est-ce que ce serait vraiment compliqué si vous deviez présenter ça devant un jury et devoir dire « D'accord, oui, d'un côté, être trompé, c'est terrible et horrible, mais aussi être brûlé vif ?» Je veux dire, est-ce que l'un équivaut à l'autre? Qu'est-ce que vous feriez au procès pour tout ça? Eh bien, ce que vous demandez là est tout à fait pertinent.
Et ce que vous demandez ressemble beaucoup à la légitime défense. Le fait d'agir sous l'emprise de la passion, c'est ce qu'on appelle une excuse légale. La légitime défense, c'est une justification légale. Et ce n'est pas parce que vous pouvez avoir l'une de ces défenses ou que vous pouvez avoir certains éléments atténuants comme cela. Vous savez, est-ce que vous avez dépassé les limites de cela? Et je pense même, vous savez, même si, vous savez, Monsieur Buck Hayes était entré et avait surpris sa femme, vous savez, en plein acte ou quelque chose de ce genre, je pense que pour aller jusqu'à ce qui s'est passé, je pense que la loi n'excuserait certainement jamais cela. Et je pense que c'est comme lorsque nous avons certains dossiers que nous avons tout le temps, où nous avons, vous savez, une affaire d'agression et de coups et blessures. Et dans cette affaire d'agression et de coups et blessures, la personne invoque la légitime défense, mais elle dépasse ensuite le cadre de la légitime défense en blessant la personne au-delà de ce qui est nécessaire pour se défendre. Et c'est vraiment l'esprit de cette affaire. Donc au procès, nous n'aurions jamais. Je veux dire, évidemment, si le ministère public n'avait pas présenté de preuves, parce que c'était à eux de présenter les preuves. S'ils n'avaient pas présenté de preuves, évidemment, nous aurions plaidé. Mais le principal problème alors, c'est qu'il n'y aurait probablement jamais eu d'acquittement. Mais cela aurait certainement été différent d'une accusation de blessure volontaire aggravée. Et s'ils avaient trouvé un véritable emportement passionnel, ils auraient probablement, nous pensons que le jury aurait pu réduire cela à des blessures volontaires graves, ou ce que nous appelons des coups et blessures volontaires, que la plupart des États appellent agression et coups et blessures criminelles, ou quelque chose de ce genre. Et cela aurait considérablement réduit sa responsabilité en termes de peine de prison. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas comme une affaire classique de qui l'a fait, où il dirait que ce n'était pas lui, qui n'était pas là, mais peut-être essayer de réduire les charges retenues contre lui. Parce que, même en tant que personne normale, pas une avocate, je couvre les faits divers. Donc je pars du pire du pire. Et je pense vraiment qu'il y a des degrés. Je veux dire, si on te tire dessus, ça peut être une mort instantanée. Si on t'étrangle, ça dure un certain temps, c'est très intime, tu sais, ça fait encore monter d'un cran. Et puis, mettre le feu à quelqu'un, c'est encore autre chose. Je ne sais pas vraiment où ça se situe par rapport à tout ça. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision ou de faire cette distinction, mais c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé auparavant. Et il y a aussi une vidéo. Donc, tu as parlé de certaines preuves que l'accusation aurait pu présenter. Est-ce que ce serait difficile de contester le fait qu'il y a une vidéo de la victime en train de brûler? Eh bien, en tant qu'avocat, plaidant avec 15 ans de pratique ici en Virginie, ça n'aurait pas été la stratégie de dire « cela ne s'est pas produit » ou « qui l'a fait ». Il n'a jamais été question de ça parce que vous avez absolument raison. Au final, si nous avions présenté cela à un jury, cela aurait été réglé par, vous savez, des gens ordinaires, des personnes du peuple, qui auraient à décider de cela. Et quand vous plaidez des affaires comme celle-ci, vous voulez certainement être raisonnable. Vous voulez défendre votre client avec véhémence. Mais en même temps, vous savez, il faut rester raisonnable. Et je pense qu'une personne raisonnable pourrait certainement regarder cela et voir que M. Buck Hayes agissait clairement sous le coup de la passion d'une certaine manière. Maintenant, y a-t-il eu un délai raisonnable pour se calmer? Est-ce que cela excusait une partie de son comportement, mais pas tout? C'est un peu là où nous voulions en venir. Qu'en est-il du fait qu'il a parlé à la police après? En fait, nous allons diffuser la vidéo de la caméra piéton, les extraits, dans cet épisode. Et on dirait bien qu'il dit « Oui, ce type avait une liaison avec ma femme, bien sûr que j'ai fait ça. » Donc, il l'admet un peu tout de suite. Est-ce que ce serait un combat difficile pour la défense? Non, pas du tout. En fait, ce serait un combat difficile si vous essayez de dire que c'est une affaire de type « qui l'a fait ». Parce que vous avez le gars qui dit « c'est moi qui l'ai fait ». Mais ce n'était jamais la question. La question a toujours été l'atténuation et une réduction des chefs d'accusation. Donc, en plus de l'atténuation, nous avons un peu parlé de cela, de cette liaison, tout cela. Auriez-vous envisagé une évaluation de la santé mentale ou avait-il un quelconque diagnostic? Prenait-il des médicaments, des choses comme ça? Eh bien, cela faisait aussi partie du dossier lors de la condamnation. Donc, je ne divulgue rien. Vous pouvez consulter les documents déposés. Mais nous avons effectivement déposé des requêtes pour une expertise sur l'aptitude à être jugé, une expertise d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, ainsi qu'une requête pour une expertise sur l'altération des capacités mentales, ce qui est assez nouveau en Virginie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'altération des capacités mentales? Ça veut dire en gros qu'à cause d'un problème de santé mentale, de l'autisme ou quelque chose dans ce genre, que tu n'avais pas en gros la capacité de comprendre la gravité de ce que tu faisais. Cela n'innocente pas complètement un accusé, mais cela permet au jury de comprendre qu'il s'agit d'une personne dont les capacités mentales sont altérées. Mais les 3 requêtes nous ont été refusées.
Et je ne dirais pas que c'est le tribunal qui les a refusés. Nous n'avons tout simplement pas obtenu d'évaluation qui soit revenue en disant oui, je peux aller à la barre et témoigner qu'il était certainement dans l'une de ces 3 catégories d'accusés. Ça me semble que vous avez fait exactement le travail d'un avocat de la défense, en explorant toutes ces pistes, en vérifiant ses antécédents, en demandant peut-être un examen de compétences, toutes ces choses-là. Il semble que vous connaissiez très bien l'affaire. Cependant, cela ne s'est pas terminé par un procès devant jury. Votre client a finalement accepté un accord de plaidoyer. Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont se sont déroulées ces discussions ou pourquoi il a décidé de prendre cette voie? Bien sûr. Et je peux, vous savez, évidemment, c'est aussi une partie du dossier. Mais nous étions probablement à seulement quelques semaines du procès. Et nous avions assigné à comparaître, ou le tribunal avait assigné à comparaître plus de 200 jurés. Ce qui est beaucoup pour cette petite région. Et c'était probablement l'une des plus grandes affaires qu'ils aient eues là-bas depuis un certain temps. Mais, vous savez, nous étions, pour ainsi dire, à quelques semaines seulement du procès. Et nous avons discuté des avantages et des inconvénients de l'affaire et du fait de la juger devant un jury. La question est devenue de la juger directement devant un jury. Et même de demander ce que nous appelons la fixation de la peine par le jury. Ce qui signifie que le jury décide réellement de la peine. Ce qui nous préoccupait, c'était que s'il était reconnu coupable comme inculpé, le jury ne pouvait pas descendre en dessous de 42 ans. Cela aurait été 20 et 20 pour les chefs d'accusation, et encore 2 pour l'autre infraction, la tentative de meurtre. Donc ça a commencé à 42 ans. Le juge n'allait pas descendre en dessous de ça. Je veux dire, il aurait pu. Mais si un jury vous condamne à 42 ans, et que c'est le minimum qu'il peut donner, alors cela aurait posé problème. Donc, au final, et notre client n'a absolument jamais dit « je n'ai pas fait ça ». C'était juste une excuse ou une circonstance atténuante par rapport à cela. Donc, nous avons parlé avec le ministère public. Et nous avons dit au procureur dans cette affaire « Vous savez, écoutez, le vrai problème que nous avons avec les chefs d'accusation tels qu'ils sont présentés, c'est que, vous savez, cette entrée par effraction, elle a eu lieu en plein jour. Et bien sûr, la loi permettrait certainement d'établir des motifs suffisants, c'est-à-dire le niveau le plus bas, pour justifier le dépôt de l'accusation. Je ne pense pas que ce soit vraiment sur cela que vous voudriez, vous savez, fonder votre dossier. Et donc, au final, notre client a décidé d'accepter la responsabilité de ce qu'il a réellement fait, c'est-à-dire les coups et blessures aggravés avec intention malveillante. Et encore une fois, nous pensions que c'était probablement plus malveillant, mais des coups et blessures aggravés avec intention malveillante et la tentative de meurtre, puis accepter la responsabilité de cela et présenter son dossier devant le juge Reynolds et laisser le juge décider de sa peine dans cette affaire. Pouvez-vous aussi me parler un peu de la condamnation? Parce qu'au moins un des rapports que j'ai vus disait qu'il espérait faire appel de la sentence. Quelle a été la sentence finale et qu'en avez-vous pensé? Bien sûr. Ce qui m'inquiétait le plus dans cette affaire, et je sais que quand on en parle, ça semble assez radical, mais ce sont le genre d'affaires dont je m'occupe. Ce sont des affaires où il y a beaucoup de risques ou beaucoup de conditions qui pourraient vraiment poser des problèmes à l'accusé. Et dans cette affaire, vous savez, Monsieur Buck Hayes, quand nous avons parlé de la peine, c'était surtout parce que les problèmes de santé mentale, puisqu'ils n'allaient pas nous aider pour le procès, ils allaient toujours être pris en compte au moment de fixer la peine, que ce soit devant un jury ou devant un juge. Et notre problème était que je voyais cela comme s'il était condamné. Je me fiche que ce soit un jury ou le juge. J'ai vraiment l'impression que ce sera une peine à perpétuité. Parce que quand on lit les faits et qu'on regarde, c'est horrible. Je veux dire, beaucoup d'États appellent cela de la torture, ce qui a été fait. Et donc, vous savez, nous avons décidé, et notre client a décidé lui-même, qu'il voulait assumer sa responsabilité et présenter son cas devant le juge. Et finalement, le juge lui a bien donné la perpétuité, mais a suspendu tout sauf 40 ans. Donc il a une peine effective de 40 ans. Et en Virginie, il va en purger 85%. Et il sera au moins éligible à une libération conditionnelle liée à l'âge s'il atteint 60 ans et n'a pas été libéré. Mais je pense qu'il sortira probablement vers la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine. Je crois que c'est ce qu'on a finalement constaté. Wow! Et je ne veux pas passer trop vite là-dessus parce que les détails de l'affaire sont assez croustillants. Beaucoup de gens sont vraiment intéressés par tout ça. Mais au final, il y a quand même une victime ici qui, heureusement, a survécu, comme vous l'avez souligné. Mais être brûlé,
Vous avez mentionné que dans certains autres États, c'est considéré comme de la torture. Je veux dire, c'est une façon horrible d'être blessé, peu importe la manière. Et je sais qu'une grande partie de son corps a été touchée. Alors, avez-vous des nouvelles sur l'état de la victime? Oui, donc il a témoigné au tribunal. Et je ne suis pas, je suis à environ 1 heure et demie en dehors de cette juridiction. Donc je n'y vais pas souvent, probablement quelques fois par mois. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était au tribunal pour témoigner lors du prononcé de la peine. Et évidemment, il a eu énormément de... Il a passé tellement de temps en unité de soins intensifs. Je crois qu'il était à Duke et que les gens de Duke, l'unité des grands brûlés, se sont occupés de lui. Je veux dire, évidemment, il va garder des séquelles toute sa vie, mais il est de retour en tant que conseiller municipal là-bas à Danville et il semble aller plutôt bien. Lui et sa femme sont toujours ensemble. Je pense que tout le reste a été un peu mis de côté. Et vous savez, on pense à lui, on prie pour lui, parce qu'on veut vraiment qu'il se rétablisse complètement, même s'il gardera des cicatrices toute sa vie. Wow, je veux dire, les faits de cette affaire sont... Je couvre beaucoup de choses étranges et je ne pense pas avoir déjà couvert quelque chose d'aussi particulier. Donc, Matt Peck, je tiens vraiment à vous remercier d'être venu aujourd'hui dans Scandale et de nous avoir expliqué cette affaire. C'est vraiment intéressant d'avoir votre point de vue sur tout ça. Merci, oui. Et vous savez, si Netflix fait un documentaire sur Mackenzie Cirillo, je veux dire, j'ai du mal à imaginer parce qu'il y a une chose, il y a une personne que personne n'a fait témoigner. Nous avons très peu de commentaires de sa part. Et c'est l'ex-femme de M. Buck Hayes, Mary Alice Hayes. Donc, je serais curieux de voir s'ils font un jour un documentaire et s'ils retrouvent cette dame pour l'interviewer. J'aimerais bien savoir ce qu'elle dirait aujourd'hui. J'ai d'autres déclarations, mais ça m'intéresserait vraiment. Oui, si Netflix appelle, c'est difficile de refuser. Peut-être qu'elle voudrait faire partie de cette tendance où tout le monde s'assoit pour l'heure. Oui. Elle veut en avoir une vraie. On veut entendre Bien ce sûr. qu'elle a à dire, tu Bien sais. sûr. Donc, je suppose qu'il faudra attendre de voir. Matt, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous laisse pour l'instant. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre animatrice Sierra Gillespie et je vous retrouve la prochaine fois.